Shalom, bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être présent et je suis très heureux de participer à cette nuit de la philosophie. Alors, il y a eu un petit malentendu parce que je croyais que c'était 22 heures heure française, donc je n'étais pas encore prêt et je ne le suis toujours pas. Donc, je vais essayer de parler sans avoir exactement les documents que que je voulais vous donner. Alors, je sais qu'il y a déjà eu une étude ce soir avec Hélène Sixou concernant le chat. Je ne sais pas du tout de quoi Hélène Sixou a parlé. J'ai vu le titre, Le chat et le château, ou Le chat dans le château. Donc, ça va être une très belle surprise pour moi de découvrir par la suite de quoi il s'agit. Et comme c'est la nuit de la philosophie, et je remercie tous les organisateurs de cette nuit, Raphaël et Yaël avec qui j'étais en contact, et j'ai vu qu'il y a toute une équipe, et je m'excuse d'avoir été un peu rude, mais j'ai été très stressé dans la mesure où je n'avais même pas de connexion. Donc, bon, je ne sais même pas d'ailleurs. Et j'enseigne par Zoom tous les jours, mais d'habitude, je vois à qui je parle. Et là, je me parle à moi-même. Donc, bon, c'est pas mal, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, la nuit de la philosophie. La nuit de la philosophie, donc, je voulais poser une question philosophique à partir d'un livre de Jacques Derrida qui s'appelle L'animal que donc je suis. Un livre qui est paru chez Galilée. L'animal que donc je suis, qui est un livre posthume, qui contient un cours qu'il a donné et sur la question de l'animal. Et l'animal que donc je suis est extrêmement intéressant comme livre et comme titre de livre, parce que d'emblée, bien évidemment, il y a un clin d'œil à l'histoire de la philosophie, et en particulier à Descartes, et ce texte de Descartes que vous connaissez bien, ce qu'on appelle le cogito, où il est dit « je doute, je pense, donc je suis hein, », dubito, cogito, ergo sum, que j'avais d'ailleurs, quand j'enseignais à Bar-Ilan il y a quelques années, eu beaucoup de mal à traduire en hébreu, puisque l'hébreu ne connaît pas le verbe être au présent de l'indicatif, donc c'était très très difficile de traduire Ani Choshev, la reine Ani. J'avais préféré de manière plus existentielle traduire Ani Choshev, la reine Ani Kayam. Mais être existant, être Kayam, c'est pas la même chose que je suis. Bon, quoi qu'il en soit, l'animal donc que je suis est un clin d'œil à Descartes, avec ce donc, mais chez Derrida, il introduit d'emblée un jeu de mots qui n'existe pas, en tout cas que l'histoire de la philosophie ne nous a pas fait entendre réellement dans le texte de Descartes. Et qu'est-ce que Derrida veut nous faire entendre dans l'animal que donc je suis, dans cette formule? C'est que ce verbe être, je suis, est éminemment amphibologique. Alors je rappelle ce qu'est l'amphibologie pour ceux qui ne connaissent pas ce mot un petit peu savant, mais qui est très important. Je l'utilise dans un sens de Roland Barthes tel qu'il le définit dans le livre Roland Barthes par Roland Barthes, et en particulier à la page 92, si mes souvenirs sont bons, ne me prenez pas à la lettre ou au chiffre, c'est peut-être la page 72, et il définit l'amphibologie, contrairement à la polysémie. La polysémie, c'est le fait qu'un mot a plusieurs sens. Mais ce sens est réduit immédiatement par le contexte. L'exemple que donne Ricoeur, par exemple, si je prends le mot volume, ça a plusieurs sens.
mais en fonction de la phrase que je vais utiliser, on va se rendre compte immédiatement le sens de ce volume. Si je dis par exemple que je suis sorti de la bibliothèque avec 2 volumes, vous comprendrez que volume, ça signifie un livre. Si je dis que je suis sorti de la discothèque parce que le volume était trop fort, vous comprenez que le volume est une hauteur de son. Et si je vous dis que j'ai mélangé 3 volumes d'hydrogène avec un volume d'oxygène, vous comprenez que c'est ni un livre, ni une hauteur de son, mais une mesure chimique ou une mesure de, comme on dit, un volume de quelque chose. Ça, c'est la polysémie. Et dans la polysémie, le contexte réduit la multiplicité des sens à l'une des significations, ou comme il le dit lui-même en faisant un petit clin d'œil à Lacan, il réduit l'ensemble des sens à l'indécence. À l'indécence, on entend l'indécence du sens. Il y a une forme d'indécence du sens d'être réduit par le contexte. Alors que l'amphibologie, dit Roland Barthes, c'est le fait qu'un mot a 2 sens en même temps. C'est-à-dire que l'un il cligne de l'œil, dit-il, et il a 2 sens en même temps, et il faut réussir à entendre ces 2 sens en même temps, ce qui est très difficile pour notre cerveau, parce que nous sommes capables d'entendre la musique avec du contrepoint, avec des différentes mélodies qui se combinent, qui s'enlacent. Mais pour un mot, quand je dis un mot, évidemment, comme je viens de le dire, il y a le contexte. Alors, quand on réussit à faire entendre les 2 sens, il y a quelque chose que Freud a relevé, qui, dit-il, c'est la méthode même, le fonctionnement du Witz, du mot d'esprit, vient de la capacité de faire entendre qu'un mot que l'on croyait n'avoir qu'un sens, tout à coup en a 2. Et ça nous fait rire ou ça nous fait sourire. Par exemple, l'exemple le plus connu que Freud raconte dans le mot d'esprit, et c'est son rapport avec l'inconscient, c'est le fait, par exemple, dans cette histoire de 2 juifs qui sont devant un hammam, devant des bains, et l'un dit à l'autre, t'as pris un bain, et l'autre lui dit, pourquoi, il en manque un? Alors ça nous fait rire ou ça nous fait sourire. Pourquoi? Parce que on entend tout à coup que ce que l'on croyait n'avoir qu'un seul sens en a 2. Prendre un bain, c'est se laver, ça pose aucun problème. Si vous dites chez vous, je vais aller prendre un bain ou j'ai pris un bain, ça fait sourire personne. Mais si tout à coup le verbe prendre, qui dans la locution prendre un bain signifie quelque chose, et après on entend se prendre dans son sens premier, qui est le fait de prendre quelque chose, ça nous fait rire, ça nous fait sourire. Alors c'est ce qu'on appelle l'amphibologie. Et c'est sur cette amphibologie, sur le fait de faire entendre 2 sens, que Derrida va jouer dans ce verbe « je suis », qui veut dire, nous explique-t-il, que si je dis l'animal que donc je suis, le donc renvoie à Descartes, comme je l'ai dit. Et immédiatement, notre cerveau se met en mouvement pour nous faire entendre l'animal donc que je suis comme verbe être. Je suis, ça veut dire je suis, Ani, Kayam, je suis, c'est le verbe être. Sauf, dit-il, que c'est un piège. D'avoir dit donc je suis ou que donc je suis, c'était une manière justement de réduire la polysémie, mais c'était un piège, car je suis signifie autre chose. C'est le verbe suivre en français. Si, par exemple, je suis le guide, je suis dans une visite guidée et que je suis le guide, à ce moment-là, je ne suis pas le guide puisque je suis le guide. Je ne suis pas moi-même le guide, ce n'est pas moi le guide, puisque je suis le guide. Bon. Ce jeu de mots, je suis le guide, n'est pas de moi, il est de Jacques Prévert, dans Paroles, où il y a un petit texte qui s'appelle Suivre le guide, où c'est l'histoire d'une jeune femme qui dit je suis le guide, et l'histoire de son chien qui dit je suis mon maître. Avec ce double sens du chien qui parle, qui dit je suis mon maître,
mais qui en même temps dit, puisque je suis mon maître, donc je suis libre, donc ça produit un ensemble de significations extrêmement drôles, et ça provoque des quiproquos. Donc, l'animal que donc je suis a un double sens. C'est l'animal humain que donc moi, Derrida, je suis, du verbe être, mais c'est aussi l'animal que je me suis en train de suivre, que donc je suis maintenant en train de suivre. Et la question qui est posée ici, c'est quel est l'animal que Derrida est en train de suivre? Sur les traces de quel animal Derrida veut aller, quel animal il veut donc suivre. Il y a dans ce livre une référence à un texte célèbre de Lévinas, dans Difficile liberté, où il est question d'un chien qui s'appelle Bobby, qu'il avait rencontré dans le camp de prisonniers en Allemagne, quand il était prisonnier, quand Lévinas était prisonnier en Allemagne. Donc il y a l'histoire du chien Bobby, mais ce n'est pas de ce chien dont il est question ce soir, c'est que je me suis dit, et alors pour comprendre quel est ce chien, Lévinas avait fait une allusion au seul chien ou un des rares chiens qui existent dans le texte biblique, à savoir ce verset de l'Exode, où il est dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé, c'est-à-dire qu'ils ont pu sortir de manière extrêmement libre, parce que les chiens n'ont pas aboyé. Je signale juste quelque chose, parce que c'est assez intéressant, un midrash qui explique qu'est-ce que sont que ces chiens. Ce n'étaient pas des vrais chiens, c'était des sculptures de chiens, des chiens de bronze ou de pierre, qui étaient sur les tombes. Et les Égyptiens avaient imaginé de manière extrêmement sophistiquée des machines qui faisaient que lorsque les voleurs de tombes ouvraient la porte de la pyramide, de la tombe, pour voler les bijoux qui étaient enterrés avec les pharaons ou les nobles égyptiens, le mécanisme de la porte faisait aboyer le chien de pierre ou le chien de bronze avec un bruit tel qui ressemblait tellement à un chien que les voleurs avaient peur et s'en allaient. C'est une sorte d'alarme des temps anciens. Donc ça, c'est très intéressant. Et le texte dit, lorsque Joseph est mort, embaumé comme un Égyptien, il a dit à ses frères que lorsqu'il sortirait d'Égypte, il voulait que ses ossements soient emmenés avec eux. Et donc Moïse, qui connaissait cette demande de Joseph, est parti à la recherche de la tombe de Joseph et pour prendre les ossements de Joseph ou alors sa momie, si vous voulez, et l'emmener avec eux pour sortir d'Égypte. Mais au moment où il est arrivé à la tombe de Joseph, sur cette tombe, il y avait un chien, Anubis, en fait, un chien égyptien, avec ce mécanisme qui fait aboyer les chiens. Et à ce moment-là, le texte de la Torah, dit le Midrash, le texte dit « et les chiens n'ont pas aboyé », c'est-à-dire qu'il a pu prendre les ossements de Joseph sans que le secret de ce vol, si vous voulez, ou de cette récupération ne soit dit aux Égyptiens. Voilà pour le Midrash en passant. Mais ce n'est pas du chien de Lévinas dont je vais parler, et ce n'est pas non plus, ce n'est pas le chien de Lévinas ou dont parle Derrida, ni le chien de Joseph, c'est un autre animal. Et cet animal, pour Derrida, c'est un chat. Pour Derrida, c'est un chat. Il va être question d'un chat dans ce livre. L'animal que donc je suis, c'est l'animal sur les traces duquel je suis. Et cet animal, c'est le chat. Alors, pourquoi le chat? C'est extrêmement compliqué, mais il y a une question que Derrida pose
à la page 22 et 23 dans une note et je vous lis le texte, page 22. Il nous dit dans ces différentes pages que, parce qu'il fait l'expérience d'une chatte qui le regarde, celle-là, et puis il dit que dans la littérature et dans la philosophie, il y a beaucoup de chats. Il y a les chats de Baudelaire, il y a les chats chez Rilke, dans un poème qui s'appelle Schwarze Katze, le chat noir, et puis il y a différents chats chez Lévis-Carroll, il y a aussi un chat, etc. Et on pourra en reparler. Alors, vous savez que je n'ai pas l'habitude d'enseigner dans des formats courts. Mes formats sont des formats entre 3 et 5 heures. Là, on m'a proposé 50 minutes et j'ai mis 10 minutes à entrer parce que je n'avais pas de connexion. Donc, en une demi-heure, c'est un peu difficile. Donc, j'essaye de dire rapidement ce que j'aurais pu vous dire de manière beaucoup plus tranquille. Et à la page 23, qui est en fait la suite de la note 2 de la page 22, il pose cette question. À propos, pourquoi dit-on qu'on donne sa langue au chat? À propos, pourquoi dit-on qu'on donne sa langue au chat? J'ai donc fait des recherches extrêmement longues pour répondre à cette question. Pourquoi donne-t-on sa langue au chat? Mais dans le cheminement de cette recherche, je me suis posé une autre question. Si il est nécessaire de donner sa langue au chat, peut-être il serait intéressant de savoir, puisque j'ai commencé, et pas par hasard, à vous parler d'amphibologie, c'est-à-dire de double sens d'un mot que l'on doit entendre en même temps. Nous l'avons vu maintenant pour le verbe, l'expression « je suis », du verbe être et du verbe suivre. Mais quand je pose la question à propos, pourquoi dit-on que l'on donne sa langue au chat? Quand vous regardez tous les dictionnaires, ils vous parlent de la langue qui est la langue anatomique. Nous donnons notre langue. La langue, je ne vais pas tirer la langue, mais je pourrais tirer la langue. Et puis, à un certain moment, parce que je ne sais pas quelque chose, selon une expression populaire, je donne ma langue au chat. Mais si ce qui est important, c'est l'amphibologie, langue a deux sens, en français comme en allemand, en français comme en hébreu. En allemand, c'est différent. Quand vous dites la shon en hébreu, ça peut être la langue, c'est-à-dire la langue anatomique, mais ça peut être aussi le shon ivrite, la langue hébraïque, c'est-à-dire la langue que l'on parle. Et donc, on va, pour résoudre réellement l'énigme de la question de Derrida, pourquoi, à propos, pourquoi dit-on donner sa langue au chat? Le mot langue a deux significations, langue anatomique et langue que l'on parle. Je me pose donc la question, pourquoi dit-on donner sa langue au chat? Et moi, j'ai envie de donner au chat. C'est pas dit, je dis pas je donne ma langue. Alors, je donne ma langue au chat. Mais pourquoi dit-on donner sa langue au chat? La question de Derrida, c'est pas pourquoi dit-on je donne ma langue au chat. La question est complètement différente. Pourquoi dit-on donner sa langue au chat? Et là, de nouveau, sa langue a deux significations. Ça peut se référer à l'expression classique où je dis je donne ma langue au chat, donc ça serait ma langue, mais comme il pose la question pourquoi dit-on donner sa langue au chat, c'est la langue du chat. Et donc la question c'est pourquoi il faut donner au chat sa langue, pas la mienne, la sienne, ça veut dire sa propre langue. Donc la question que pose Derrida est une question des langues, et la question qu'il pose, elle est double, là encore, puisque le titre nous invite à cette dualité en permanence. Cette question qui est double, c'est
pour quel est le sens de la locution donner sa langue au chat, et que je peux traduire je vais donner ma langue au chat quand je ne sais pas, mais ça signifie aussi comment je peux restituer la langue du chat, c'est-à-dire la langue que le chat parle, et lui redonner sa langue. Et ce à quoi nous invite Derrida, c'est de comprendre d'où vient le mot chat, que je prononce en français chat, que je dis en anglais cat, que je dis en allemand cats, que je dis en arabe keta, que je dis en italien gâteau, en espagnol gâteau, et ça se ressemble, mais on voit quelque chose d'extrêmement intéressant, et on peut le vérifier, c'est que dans toutes les langues du monde, qu'elles soient sémitiques, qu'elles soient occidentales, latines ou autres, toutes les langues ont, pour désigner le chat, la même racine, avec des variantes qui sont des variantes phonétiques légères, comme entre cat et gâte et gâteau, mais c'est exactement le même mot. De la même façon, entre chat et cat, c'est simplement le fait que j'écrive CH et je le prononce che, mais vous voyez très bien que dans chat, il y a cat et c'est exactement le même mot. Et donc la question est de savoir d'où vient le mot chat. Quand vous relisez Benveniste, par exemple, qui a fait des études dans Problèmes de linguistique générale, quand il fait des études concernant l'étymologie, la philologie des mots, il va nous amener, pour certains mots, à nous expliquer que les mots viennent d'une langue très ancienne commune qui s'appelle l'indo-européen. J'ai cherché dans cette piste, mais je n'ai rien trouvé. Et j'ai compris que Derrida, en tout cas c'est mon interprétation, que Derrida nous mettait sur la piste. Pourquoi? Parce que justement, dans cette enquête sur l'animal que donc je suis en train de suivre, et donc moi je peux dire maintenant l'animal donc que je suis, c'est-à-dire que je suis en train de suivre dans cette enquête que je suis en train de faire, c'est-à-dire l'animal que je suis, donc maintenant c'est le chat. Puisque dans tout ce livre, l'animal donc que je suis, il est question à la fois du chat et à la fois du chien, qui est le chien de Bobby, le chien Bobby de Lévinas. Mais comme ce chien de Lévinas, il se réfère au texte de l'Exode, c'est-à-dire c'est un chien en Égypte, je me suis dit qu'il est possible il sera intéressant, et il serait intéressant de voir comment le chat se dit en égyptien. Alors pour cela, c'est extrêmement simple, et si j'avais les outils classiques, je vous montrerai comment je fais. J'ai un dictionnaire égyptien, enfin de hiéroglyphes égyptiens, ce qu'on appelle le Wallis Budge, B-U-D-G-E, que vous trouvez, il est disponible aussi sur Internet. Moi, je préfère le regarder dans le livre lui-même. Et il y a un index, donc c'est assez facile. J'ai regardé, l'auteur est anglais. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble ce dictionnaire pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà, ces deux dictionnaires-là. Ici, vous voyez, c'est le Wallis Budge, c'est le dictionnaire égyptien hiéroglyphique. Et l'index, on regarde à 4 et il nous donne la référence. Et là, c'est très intéressant parce que on apprend, j'ai regardé comment on dit chien en égyptien et comment on dit chat en égyptien. Vous allez être surpris car le chien se dit wa-wa, et c'est sérieux. Wa-wa, j'en étais d'autant plus sensible que Waknin et Wa, ça sont en famille. Et vous ne serez pas surpris que le chat se dit, en égyptien, se dit miaou. Le chat se dit miaou. Et ce qui est extrêmement intéressant, parce qu'il y a des rapprochements entre l'égyptien et l'hébreu, et le dictionnaire, l'auteur du dictionnaire, M. Budge,
va rapprocher le mot miaou, miou, miou, de l'hébreu miou, c'est-à-dire qui est-il. Pourquoi il rapproche de qui est-il? Parce que le chat, justement, est toujours de l'ordre de la question. Le chat nous interroge toujours, c'est-à-dire, comme le dit très bien Derrida, qui va citer Alice au pays des merveilles, et je vous donne le texte qu'il raconte, parce que même quand on voit un chat c'est une énigme. On regarde dans ses yeux, on ne sait pas ce qu'il dit. Même quand il parle pour qu'on ouvre la porte, on comprend qu'il veut qu'on ouvre la porte, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Et Derrida cite Alice, donc dans Alice au pays des merveilles. Les chattes, Alice en avait déjà fait la remarque, ont une très mauvaise habitude. Quoi qu'on leur dise, elles ronronnent toujours pour vous répondre. Si seulement elles ronronnaient pour dire oui et miaulaient pour dire non, ou si elles suivaient une règle de ce genre de façon qu'on puisse faire la conversation avec elles. Mais comment peut-on parler avec quelqu'un qui répond toujours pareil? Cette fois, la chatte noire se contenta de ronronner et il fut impossible de deviner si elle voulait dire oui ou non. Et donc, j'ai trouvé ce texte extrêmement intéressant parce que le chat est une créature de question. Miaou, il ne faut pas l'entendre simplement comme l'onomatopée du bruit, du son du chat, mais de le traduire dans des langues qui nous parlent. Alors, est-ce que redonner sa langue au chat, c'est de lui donner l'hébreu dont on vient de parler? Ça, c'est juste une parenthèse. Mais sa langue, c'est la langue d'où il vient, et je vais le montrer, c'est justement l'égyptien. Alors vous allez me dire, mais vous avez dit juste avant que le chat se dit cat, se dit cats, se dit gâteau, etc. Ça n'a rien à voir avec miaou. Vous avez tout à fait raison. C'est pour cela que je me suis posé la question, mais comment, si ce n'est pas la racine, quelle peut en être la racine? Et à ce moment-là, je suis repassé, alors je vais quand même vous montrer le texte, ça va très très vite, hein. Ce n'est pas encore fini, mais on a largement le temps. J'ouvre le document ici, je pense que vous le voyez, voilà. Alors vous m'excusez, hein, je n'ai pas eu le temps de le mettre. Alors, donc il y a une déesse qui s'appelle Bastet, voilà, qui est une. Vous me dites si vous le voyez. Anime d'abord, עכשיו עם הטכנאי, רואים מה שאני מראה עכשיו, אני מציג או לא? טוב, אין אף אחד, בסדר, זה מאוד נחמד, אני מדבר בסדר גמור, תודה רבה לך. Donc ici, il y a la déesse qui s'appelle Bastet, que vous voyez ici, elle est au Louvre. C'est une déesse qui a une tête de chat. Et vous voyez, Bastet, on le voit ici. Et puis, on voit aussi comment les chats étaient représentés. Regardez quelle beauté de bronze que l'on trouve ici. C'est ça aussi, c'est au Louvre. Donc, je vous demande de ne pas lire nécessairement ce que je suis en train de... Donc, on m'envoie, c'est vraiment très pratique tout ça. Je ne sais pas ce qu'on me dit. Merci, alors ça doit être Nathalie qui me dit oui, nous voyons très bien. Merci beaucoup. Vous voyez ici, donc j'augmente le. Donc ça, c'est un texte que j'ai rédigé, mais c'était pas prévu de cette manière-là. Regardez ici, vous voyez le chat, le chien se dit wawa. Vous le voyez ici, aou 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 aou. Et ça se dit chien, c'est le chien ou le chacal en égyptien. Mais le chat, vous le voyez ici, se dit ma ou exactement ma'i ou ma'ou. Il y a un déterminatif ici qui est le chat. Et voilà, on le voit très bien ici. Je le prononce
Alors, à l'égyptienne ancienne, ça se fait certainement Maou. On a au féminin la lettre T qui marque le féminin en égyptien. Donc, le Maou, qui est le chat, devient Maout, qui est la chatte. Et Maoui aussi, par exemple. Vous voyez très bien que le Maou, c'est le chat sacré de la ville de Boubastis. Vous voyez ici, Maou, dans le dictionnaire, The cat sacred to Bast of Boubastis, c'est le chat qui est consacré à Basset, la déesse de Boubastis, que nous avons vue juste ici dans l'image, dans cette image-là. Et là, j'ai eu une révélation parce que je me suis aperçu grâce à ce dictionnaire que, alors, je vous montre qu'en égyptien, tout comme en hébreu, le mot ma signifie comment, qu'est-ce que, comme quoi. C'est exactement comme en hébreu, le ma, c'est le mot de la question. Et donc, ce n'est pas simplement parce que je rapproche le miaou ou maou de l'hébreu que j'entends le chat comme une question, c'est parce que même en égyptien, le mot ma signifie la question. Le mot ma ou le mot mi, ça signifie, comme vous voyez ici, la ressemblance. Voilà. Vous voyez le verbe maou, ça veut dire to be like, ou par exemple, quand maout, man, ici, on voit, vous pourrez retrouver, mais vous voyez bien que mati, c'est la similitude, c'est la ressemblance, c'est la copie, c'est la ressemblance, et c'est intéressant parce que le mot mati, matou, qui veut dire similaire dans la forme et dans la nature, qui vient donc qui est la suite du mot chat, qui est maou ou maout, a donné matou, qui veut dire comme, qui ressemble, et ce même mot matou, lui aussi, est passé en français pour dire c'est un chat, on parle d'un matou. L'expression matou, pour parler d'un chat, vient directement de l'égyptien. Sauf que matou, c'est pas cat, c'est pas gat, c'est pas cats. Et donc, je me suis posé la question, mais, alors vous voyez, c'est pas moi, le dictionnaire dit, vous voyez bien, ma, c'est ou en hébreu, et on retrouve le ma et le mi de l'hébreu, c'est exactement la même chose en égyptien ancien. Mais ce qui m'a semblé très important, alors là, j'ai amené un poème c'est un poème de Baudelaire, que je dis qu'il ne se trompait pas quand il écrivait, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas le langage des chats quand il dit, voilà, et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. Bon. Mais la question était de savoir comment on arrive à l'autre sens de chat. Alors, je vais vous le dire très rapidement parce que si je prends le temps de regarder le temps qui me sera imparti et qui finit dans 8 minutes sera terminé. Et je n'aurais pas donné ma langue au chat. Là, je n'aurais donné que sa langue au chat. C'est-à-dire que j'aurais redonné au chat sa propre langue, à savoir l'égyptien ancien. Donner sa langue au chat, c'est redonner au chat sa langue d'origine, à savoir l'égyptien. Cette déesse de Bastet, elle est la déesse d'une ville qui s'appelle en grec Boubastis. Mais j'ai eu la chance de trouver dans le dictionnaire dont je viens de vous parler que Boubastis existe dans le texte en hébreu, dans le livre d'Ézéchiel, sous le nom de Pi Besset. Pi Besset. Pi en égyptien, en hébreu c'est bouche, mais en égyptien c'est père, ça veut dire la maison, comme par exemple la grande maison, Père Aa, qui a donné Paro, pharaon, ça veut dire le pharaon, ça veut dire le mot pharaon veut dire la grande maison. Cette ville de Boubastis, Pi Besset, en hébreu, citée par Ézéchiel, était littéralement la cité des chats. C'était la cité des chats. Qu'est-ce que ça veut dire, la cité des chats? Ça veut dire qu'il y avait une habitude en Égypte de
et on le trouve déjà dans la Torah à propos de Joseph et à propos de Jacob, à savoir, on embaumait les personnes et on les momifiait, comme les momies de Pharaon qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la momification est une, comment on pourrait dire cela, c'est un gage d'éternité, c'est un symbole d'éternité. Et il y avait deux catégories d'animaux, en dehors des nobles et des rois qui étaient momifiés, pour entrer dans l'éternité. C'était les chats et l'oiseau qu'on appelle l'ibis. Il y avait une ville qui était consacrée aux ibis que l'on momifiait et qu'on enterrait. C'était une ville, un cimetière entier pour les momies d'ibis. Et il y avait la ville de Pi-Besset, Boubastis, qui était la cité des chats, qui existe encore aujourd'hui, où il y avait des milliers de chats qui étaient momifiés, Et c'est là toute la découverte. C'est que si j'essaie de comprendre comment on dit un chat en égyptien, ça se dit miaou, on l'a vu. Et miaou, ce n'est pas cat, ni chat, ni katz. Et donc, il fallait passer par Boubastis, par Pi-Besset, pour trouver la cité des chats, mais non pas les chats vivants, mais les chats embaumés. À ce moment-là, il fallait trouver dans le dictionnaire comment se dit la momie et un corps momifié en égyptien, ce que l'on va voir ensemble maintenant. Regardez, je retourne dans ce texte, ici, je retourne, voilà, vous voyez ici les chats qui sont momifiés, on les voit, là ils sont au Louvre, d'accord? C'est pas ici que ce que je voulais vous montrer parce qu'il y a tellement de choses. Voilà, alors ça, je vais y arriver. Attendez, je vais peut-être faire comme ça pour voir où sont les images de chats. Où sont les images de chats? Alors, il y en a tellement que c'est un peu compliqué. On va arriver ici, voilà, corps momifié, qui est la fin de la démonstration, si vous voulez. Et donc, vous voyez, là, on fait un peu d'égyptien. Ce signe-là, que vous voyez, je l'agrandis ici, ce signe-là se dit ra, c'est-à-dire, c'est la lettre chet, en hébreu, et parfois, on a une variante avec ce signe-là en égyptien. Alors, on me dit que c'est presque fini. Bon, ben, ça tombe très bien, parce que... Et voilà, je cherche le mot corps momifié. Je cherche le mot corps momifié, et je trouve ici, regardez, a dead body, un corps, mummified body, voilà, corps momifié, ça se dit chat, c'est-à-dire exactement ce que l'on prononce aujourd'hui, chet et tav, c'est chat. Et à ce moment-là, on comprend très bien pourquoi l'hébreu a fait dériver le mot de l'Égypte. Et pour comment je suis passé du chat égyptien, du corps momifié, chat, comment je suis passé à chatoul en hébreu, qui signifie le chat, et qui a donné tous les mots qui disent le chat dans toutes les langues. Comment je suis passé par là? Tout simplement parce que pour qu'il y ait un corps momifié, il faut qu'il y ait des bandelettes. Il faut qu'il y ait des bandelettes qui vont entourer le chat. Comme on l'a vu ici, je vais très rapidement parce qu'il me reste 32 secondes, comme on l'a vu ici, dans le... Voilà, on va le voir, 18 secondes. C'est bien. Par exemple, dans ce Fra Angelico, on voit que les bandelettes vont entourer le corps. Et ce corps, ces bandelettes se disent en hébreu chitoul, et ça a donné le mot chatoul. C'est le mot bandelette qui veut dire le lange, qui se dit en hébreu chitoul, qui par dérivé a donné le nom de ceux qui étaient entourés de bandelettes.
Et ceux qui étaient entourés de bandelettes, c'était les chats de la cité des chats de Boubastis, d'où la notion de khatoul en hébreu, ensuite de khat en égyptien, et on va avoir le katz, le gâteau et tous les termes que nous avons vus. Donc, alors je ne comprends pas ce qu'il disait qu'il restait 58 secondes, là ils me disent qu'il en reste un 28, je parle vite et c'est peut-être pas nécessaire. Et donc, la question maintenant est de savoir comment je passe de... Donc, j'ai répondu à une question. Le titre de mon étude de ce soir, qui devait durer 50 minutes, mais qui en a duré que 30, c'était l'énigme du chat hébraïque. Je vous en ai proposé une première réponse et j'ai essayé de répondre. Bon, on m'a dit que c'est fini. Les 30.